Bonjour, bienvenue à toutes et tous pour cette webconférence du mois de mars. Bonjour Philippe. Bonjour Pascal, bonjour à tous et bienvenue. Alors, de quoi allons-nous parler? On va parler de la fameuse loi de financement de la sécurité sociale qui est parue au JO le 28 avril, le 28 février, et on va voir quelles sont les incidences en paye. Et puis, on évoquera aussi deux, trois autres points réglementaires qui ont évolué. Techniquement, c'est comme d'habitude, vous allez pouvoir sur la partie droite de votre écran, interagir, poser des questions. Nous tâcherons d'y répondre soit durant le fil de la webconférence, soit à l'issue, hein, vers 10h20, 10h30 à peu près. La webconférence est enregistrée, elle sera mise sur la chaîne YouTube d'Audience et le support, vous pourrez le retrouver sur le site internet d'Audience. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Et on va présenter le support. Est-ce que tout le monde le voit? C'est en train de s'afficher, je pense. Ça tourne, ça va arriver. On est bon? Devrait arriver. Voilà, c'est bon. C'est OK, on peut y aller, Pascal. Super. Donc, le plan que l'on propose en quatre petites parties. Donc, un petit rappel sur ces fameuses LFSS qui datent de 1996. Hein, les lois de financement de la sécurité sociale ont été instaurées en 1996. Auparavant, il n'y avait pas ce type de texte. Précisément, point 2, ce qui n'a pas changé avec la loi de financement de la sécurité sociale, les sujets sur lesquels elle n'a pas d'impact. Troisième point, ce qui a changé. On va voir qu'il y a essentiellement en paye 3 sujets. Et puis, quatrième point, on fera un zoom sur d'autres changements réglementaires liés à la loi de finances et puis aussi un décret qui a modifié les modalités de calcul des IJSS. Voilà pour le plan. Commençons tout de suite par un petit rappel, voilà, histoire d'avoir une vision large du sujet. Le process habituel d'une loi de financement de la sécurité sociale est celui que vous avez à l'écran. Au mois d'octobre, il commence à y avoir les débats au Parlement sur cette loi de financement de la sécurité sociale. On parle donc d'un projet de loi, le PLFSS. Au cours du mois de novembre ou décembre, la plupart du temps décembre, il y a, en temps normal, donc un vote de la loi. Au mois de décembre, ça transite par le Conseil constitutionnel qui, la plupart du temps, donne son avis à peu de choses près, et il y a une publication au journal officiel avant le début de l'année suivante, de manière à ce que cette loi entre en vigueur au tout début de l'année civile suivante. Ce qui s'est passé fin 2024, vous le savez, c'est qu'au mois de décembre, il y a eu le vote d'une motion de censure et donc mécaniquement un rejet du projet de loi. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il doit y avoir la promulgation d'une loi spéciale qui permet, de manière tout à fait opérationnelle, la continuité du fonctionnement des services publics. Suite au nouveau gouvernement, il y a eu le vote de la loi de financement de la Sécu pour 2025, alors plus tard, au mois de février, et sa publication au JO le 28 février. Voilà donc le petit rappel du fonctionnement normal et de ce qui s'est passé. Alors donc, cette loi de financement de la sécurité sociale qui est arrivée donc 2 mois plus tard, qu'est-ce qu'elle n'a pas changé? Alors elle n'a pas changé finalement un certain nombre de points que l'on avait pu voir lors de notre webconférence du mois de janvier, c'est-à-dire les taux des cotisations, que ce soit les cotisations de la sécurité sociale, les cotisations d'assurance chômage, les cotisations pour la retraite, la prévoyance, les congés, qui ne risquaient pas de bouger étant donné que ces dispositions ne sont pas à la main d'une loi, la cotisation pour
le financement du suivi de la santé au travail des intermittents, des pigistes, les taux de cotisation pour la formation professionnelle, les taux des cotisations conventionnelles, tout cela n'a pas changé. La valeur du plafond de la sécurité sociale n'a pas changé non plus, étant donné que ce n'est pas la réévaluation du plafond de la sécurité sociale répond à une mécanique qui n'est pas à la main du législateur, donc pas de sujet. Et enfin, ce qui n'a pas changé non plus, ce sont les barèmes des allocations forfaitaires. Vous savez, quand vous décidez d'indemniser vos salariés en déplacement, par exemple, par le biais du versement d'une allocation forfaitaire et non pas par le biais d'un remboursement réel. Tout cela n'a pas changé. Vous retrouvez ces informations sur notre webconférence du mois de janvier. Voilà. Maintenant, deuxième partie, ce qui a changé en matière de paye. On a dit 3 principaux sujets. Premier sujet, alors c'est un peu technique. Depuis quelques années, il y a 2 cotisations dues auprès de l'URSSAF, donc des cotisations qui relèvent de la sécurité sociale, qui sont pour la première l'assurance maladie et pour la deuxième la cotisation allocation familiale. Donc depuis quelques années, il y a un mécanisme qui permet, pour les salaires inférieurs à certains seuils, d'avoir un taux réduit. Si on le dit autrement, pour ces 2 cotisations, pour les salaires qui excéderaient un certain seuil, il y a un complément de taux. Ça s'appelle le complément assurance maladie pour l'un et le complément allocation familiale pour l'autre. Ce seuil était, depuis le début de l'entrée en vigueur de ce dispositif, était, pour la cotisation complément assurance maladie, était de 2,5 SMIC. Ça veut dire que pour les salaires qui excédaient 2,5 SMIC, il y avait un taux complémentaire. Et pour la cotisation allocation familiale, le seuil était de 3,5 SMIC. Ça signifie que pour les salaires qui excédaient 3,5 SMIC, eh bien, il y avait ce taux complémentaire. Bien. Ce qu'a changé la loi de financement de la sécurité sociale, c'est une baisse du seuil. Vous l'avez à l'écran. Pour la cotisation complément allocation à assurance maladie, on passe d'un seuil de 2,5 SMIC à un seuil de 2,25. Et pour le complément allocation familiale, on passe d'un seuil de 3,5 SMIC à un seuil de 3,3 SMIC. Ce changement entre en vigueur à compter des payes qui sont faites depuis le début de l'année. Il y a une sorte d'effet rétroactif et qui n'a pas d'impact compliqué, si vous voulez, en paye, étant donné que ça se passe par le biais le logiciel de paye s'occupe de faire une régularisation sur les payes qui suivent, donc ce n'est pas vraiment un sujet. Mais le point clé, c'est que forcément, ça augmente mécaniquement le montant des cotisations dues dès lors que les seuils d'exonération baissent. Un point de rappel qui est la question du SMIC à prendre en compte. Le SMIC à prendre en compte, alors nous parlons aujourd'hui, nous sommes le 13 mars. Pour le 13 mars, au 13 mars, le seuil à prendre en compte, le seuil du SMIC à prendre en compte, c'est le SMIC qui était en vigueur au 31 décembre 2023. C'est déjà le cas depuis l'an dernier, hein. Mais il est possible qu'il y ait un texte qui viendrait modifier cette règle et qui peut-être prendrait en compte le SMIC, la valeur du SMIC, au 1er janvier 2025. C'est possible. Mais pour le moment, à ce jour, le SMIC à prendre en compte, c'est la valeur du SMIC au 31 décembre 2023. Je me permets un autre petit tableau. Pourquoi? Parce que vous savez que pour les artistes du spectacle, les taux des cotisations URSSAF sont réduits de 30%. Les taux ne sont pas les mêmes. Et donc, mécaniquement, les taux que vous avez à l'écran, allez, je l'affiche, les taux sont forcément pas les mêmes pour ce qui est des artistes du spectacle. Le mécanisme est le même. Les seuils ont baissé,
On est passé de 2,5 à 2,25 pour la cotisation assurance maladie, de 3,5 à 3,3 pour la cotisation allocation familiale, mais les taux eux-mêmes des cotisations, ben, pour mémoire, hein, sont différents pour les artistes du spectacle. Vos logiciels de paye maîtrisent ça sans problème. Donc voilà pour le premier changement. Deuxième changement concerne le calcul de la réduction générale des cotisations patronales, communément appelée depuis quelques années maintenant réduction Fillon. Un petit rappel, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une réduction des cotisations patronales, réduction qui a pour effet, pour les salariés au SMIC, d'avoir quasiment aucune cotisation patronale, et cette réduction eh bien, diminue au fur et à mesure que le salaire se rapproche de 1,6 SMIC, et pour les salaires qui sont équivalents à 1,6 SMIC, eh bien, cette réduction générale ne s'applique plus. Voilà de quoi on parle. Alors, quel est le changement? Eh bien, le changement, c'est que si, donc à compter de l'année 2025, entrée en vigueur au 1er janvier, si sur l'année 2025, vous versez une prime de partage de la valeur, vous savez que vous avez la possibilité, ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez le faire, si vous versez une prime de partage de la valeur, eh bien, le montant de la prime doit être pris en compte pour le calcul du SMIC. Et un exemple, c'est toujours mieux. Regardez bien. Vous avez un salarié, qui est embauché voilà, le 1er mars, par exemple. Il est payé au SMIC, 1801,84 €, sauf erreur. Bon, très bien. Et vous décidez de verser une prime de partage de la valeur de 1 500 €. Eh bien, du coup, le salaire à prendre en compte pour savoir si la personne est au SMIC ou pas, c'est son salaire du mois de mars, 1801, plus 1 500 €, ce qui nous fait donc, sauf erreur, 3 301 €. Et 3 301 €, eh bien, c'est supérieur à 1,6 SMIC. Du coup, si c'était le cas, eh bien, il n'y aurait pas de calcul de réduction Fillon. Voilà la situation avec un exemple sur un mois. Entrée en vigueur, donc, 1er janvier 2025. Donc là aussi, si jamais, du mois de janvier ou pour du mois de mars, vous aviez versé une prime de partage de la valeur, eh bien, votre logiciel de paye, normalement, devrait recalculer et éventuellement recalculer le montant de la réduction Fillon. Troisième changement lié à la loi de financement de la sécurité sociale, ce troisième changement concerne les contrats d'apprentissage. Les salariés qui sont en contrat d'apprentissage depuis plusieurs années avaient une exonération des cotisations salariales dans la limite de 79% du SMIC. On parle encore du SMIC, toujours comme seuil. Eh bien, la loi de financement de la Sécu a abaissé ce seuil à 50%. Donc, ça veut dire que si vous avez un salarié en contrat d'apprentissage contrat conclu à partir du 1er mars, d'accord, eh bien, sur le bulletin de salaire, le logiciel, ils vont gérer ça, les exonérations de cotisations salariales seront calculées, mais uniquement dans la limite de 50% du SMIC. Voilà, donc entrée en vigueur, contrat conclu à partir du 1er mars 2025. Donc ça ne concerne pas les contrats d'apprentissage que vous auriez dans votre entreprise qui auraient été conclus avant le 1er mars 2025. Voilà sur les trois changements essentiels en matière de paye qui sont liés à cette loi de financement de la sécurité sociale. On vous propose, Philippe et moi, un certain nombre d'autres changements qui sont liés à la loi de finances, mais aussi à un décret particulier. Alors, la loi de finances, bon, elle a continué finalement quelque chose qui existait depuis 2022, c'est la possibilité d'augmenter le montant de la prise en charge de l'abonnement que peut avoir un salarié au titre d'un abonnement de transport public ou de service public de vélo dans le cadre de son trajet domicile-lieu de travail. On rappelle que les salariés, depuis
plus d'une dizaine d'années, ont une obligation qui est de prendre en charge, les employeurs, pardon, ont une obligation de prendre en charge 50% du prix de l'abonnement d'un transport en commun pour les salariés domicile, lieu de travail. Cet abonnement, ces 50%, ça signifie que sur les 50% que l'employeur prend à sa charge, il n'y a pas de cotisation sociale et cette somme n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu. Depuis 2022, le législateur a donné la possibilité aux employeurs de prendre jusqu'à 75% du coût de l'abonnement, sans qu'il y ait non plus un impact sur les exonérations. Eh bien, la loi de finances a prolongé cette mesure d'une année. Elle est donc valable encore en 2025. En clair, un employeur peut, s'il le souhaite, prendre en charge jusqu'à 75% le coût de cet abonnement. Voilà donc sur le premier impact de cette loi de finances. Deuxième impact. Là aussi, depuis 2022, il y a une exonération de cotisations et de contributions sociales sur les pourboires qui sont versés aux salariés, évidemment, qui sont en contact avec la clientèle. La loi de finances a prolongé cette mesure en 2025. On rappelle quand même un point qui est que les salariés concernés doivent donc évidemment non seulement être en contact avec la clientèle, évidemment, donc par exemple le public dans un théâtre, mais que cette exonération n'est possible que pour les salariés qui ont une rémunération mensuelle inférieure à 1,6 SMIC. Troisième point qu'a changé la loi de finances, alors elle a changé, elle n'a pas vraiment changé, elle a juste mis à jour les seuils de rémunération pour les personnes qui seraient embauchées en France mais qui ne seraient pas résidents en France, les seuils de rémunération pour le calcul de la retenue à la source. Retenue à la source, on ne confond pas avec le prélèvement à la source, qui concerne le prélèvement d'un acompte de l'impôt sur le revenu pour les salariés domiciliés fiscalement en France. Non, là, c'est la retenue à la source. Ça concerne les non-résidents français. Donc, par exemple, une personne que vous embaucheriez et qui serait domiciliée dans un autre pays, il y a en principe un calcul de retenue à la source parce que, en principe, l'impôt sur le revenu est payé dans le lieu où l'on travaille, sauf bien sûr si une convention fiscale bilatérale dit autre chose. On s'est permis un petit rappel pour les artistes du spectacle. Le montant, le taux de la retenue à la source, le calcul de la retenue à la source est différent. Il est plus simple. Il s'applique avec un taux de 15% sur le salaire brut. Donc, réévaluation de ce barème. Et puis, dernier point qui a été modifié par la loi de finances, c'est le barème des taux non personnalisés pour le calcul du prélèvement à la source. Donc là, on revient sur les salariés domiciliés fiscalement en France. On rappelle le mécanisme. En principe, il y a sur les bulletins de salaire le calcul, vous savez, d'un acompte de l'impôt sur le revenu par le biais d'un prélèvement à la source. Ce calcul se fait par l'intermédiaire du taux d'imposition de chaque salarié, mais ce taux peut ne pas être connu par l'employeur, peut-être par exemple parce que le salarié a décidé de ne pas le transmettre. Et dans ce cas-là, eh bien, c'est un taux dit neutre qui s'applique. Et donc ce taux, il est issu d'une grille de taux qui est déterminée chaque année par l'administration fiscale. Et donc chaque année, il y a une réévaluation de la base mensuelle de prélèvement. Le tableau donc est paru le mois dernier. Les logiciels de paye intègrent tout ça sans aucune difficulté. Il n'y a pas de nouveauté, mis à part que les seuils ont évolué. On rappelle qu'on a une webconférence que l'on avait animée à l'époque, donc en 2019 de mémoire, quand le prélèvement à la source est apparu. Vous pouvez retrouver cette webconférence sur la chaîne YouTube. Et puis on termine avec un décret qui est paru le 21 février 2025, alors qui n'est pas issu ni de la loi de financement de la Sécu, ni de la loi de finances, mais qui a un impact important pour le calcul des indemnités journalières de sécurité sociale
le cas de figure où vous avez un salarié qui est absent pour cause de maladie. On rappelle le principe. Le calcul des IJSS se fait est égal à 50% du salaire journalier de base, mais ce salaire journalier, il est pris en compte dans une certaine limite, dans la limite de 1,8 SMIC. Ça veut dire qu'au maximum, le montant de l'IJSS, l'indemnité journalière de la Sécu, est de 53,31 €. Bon. Le décret abaisse la limite. Elle l'abaisse à 1,4 SMIC. Ça veut dire que le montant de l'IJSS, c'est toujours basé sur 50% du salaire journalier de base, mais ce salaire journalier, il est limité à 1,4 SMIC. Donc, le maximum, c'est 41,47 €. Ce calcul, qui est donc fait par la Sécurité sociale, au moment du versement du calcul, il entre en vigueur à compter du 1er avril 2025. Voilà les changements qu'on pouvait passer en revue par rapport à ces différents textes. On rappelle donc encore une fois que le support sera présenté sur le site d'audience et les replays sont sur notre chaîne YouTube. On va passer tout de suite aux questions-réponses. Oui, Pascal, on a des premières questions qui sont arrivées, notamment avec la question d'Anne-Cécile, que j'ai mis dans les favoris, à 10h13. Sur la réduction générale, la RGCP ne s'applique que pour le mois où la prime de partage de la valeur est versée. C'est une question. La réduction Fillon, ça se calcule sur l'année, en fait. D'accord? Donc, ça veut dire que en finale, le SMIC, le salaire à prendre en compte pour savoir s'il excède ou non les 1,6 SMIC, c'est le SMIC sur l'année. Donc, en fait, il peut y avoir des régularisations. Hein. Au cours d'un mois, eh bien, il peut y avoir un calcul de la réduction générale. Bon, mais peut-être si le mois suivant, si le salarié a une prime ou justement une prime de partage de la valeur, eh bien, il se peut que le mois suivant, dans la globalité, en prenant en compte tous les mois, le salaire excède le seuil de calcul de la réduction. Attendez, j'ai fait une petite mauvaise manipulation. J'ai une question de Hortense à 10h14 concernant l'abaissement du seuil d'exonération pour les contrats d'apprentissage. Cela signifie que les cotisations salariales sont hors exonération pour la part au-dessus de 100% du SMIC. Oui. Auparavant, c'était 79%. Ça passe à 50%. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une exonération dans la limite de 50% du SMIC. La part de la rémunération qui excède 50% du SMIC est soumise aux cotisations. Ouais. On a une question aussi d'Alice à 10h19 concernant la hausse des seuils de cotisation sécurité sociale et allocation familiale. Comment se passe la régularisation pour les intermittents embauchés sur le mois de janvier et d'ailleurs pour tous les autres contrats avant la publication des nouveaux seuils? Alors, en fait, il n'y a pas vraiment d'impact parce que les compléments allocation familiale et compléments assurance maladie sont des compléments sur les taux patronaux. Donc, il n'y a pas d'impact sur le bulletin de paye au regard du salaire net. Donc, la régularisation sera faite sur votre logiciel de paye directement sur, sans doute, la DSN qui sera faite par la suite. Il y aura un module de régularisation. Mais dans tous les cas, ce qui est important, c'est de comprendre que si le salarié est parti, il n'y a pas d'impact sur lui parce que ce sont des cotisations patronales. Alors, il y a une question de Fabienne à 10h20 concernant la prise en charge des abonnements de transport. Si en 2026, la prise en charge des abonnements de transport repasse à 50%, l'employeur pourra-t-il repasser lui aussi à une prise en charge à 50% unilatéralement? Même question pour les tickets restaurants. Alors, c'est intéressant cette question, Fabienne. Parce que ce qui est judicieux dans votre cas, c'est à minima de formaliser votre décision, par exemple, donc sur 2025, de monter jusqu'à 75% de la prise en charge, mais
le fait de formaliser, ça vous permet de dire à vos salariés, bon, OK, sur l'année 2025, nous allons prendre en charge plus que ce que nous impose la loi. On va monter jusqu'à 75% de la prise en charge de l'abonnement, très bien. Mais cette décision ne vaut que pour 2025. Et du coup, comme ça, vous sécurisez la relation avec vos salariés. Personne ne pourra venir vous dire, en 2026, si vous repassez à 50%, personne ne pourra venir vous dire, mais en 2025, c'était 75%, pourquoi ça continue? Voilà, vous avez sécurisé votre décision. Une question de Bénédicte à 10h20, je pense concernant la régularisation. Quid des salariés ayant quitté l'entreprise et des CDD ou CDDU dont le contrat est terminé avant la publication du décret? Alors, la publication du décret, de quel décret on parle? Parce que on a parlé d'un décret uniquement pour les IGSS, donc il n'y aura pas d'impact. Je pense que Bénédicte pense aux dispositions de la loi de financement. Comme tous les impacts des seuils et tout ça ne concernent que des cotisations patronales. Donc, encore une fois, même réponse que pour tout à l'heure, il n'y aura pas d'impact sur le net des salariés. Une question de Cécile à 10h20. Le montant des IGSS décret du 21 février est applicable à compter du 1er mars? Je crois que sur la vignette, j'ai marqué 1er avril. Il me semble. Il y a une question de Marek à 10h21. Est-ce bien les IGSS bruts ou nets? Ah, ce sont les IJSS qui sont calculés par la sécurité sociale. Ce sont les IJSS avant toute cotisation. Donc, c'est brut. Question d'Anthea à 10h22. Est-ce qu'il y a des modifications les IJSS des accidents de travail? Non, c'est un calcul des IJSS, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. Il n'y a pas de. Il y a de mémoire, hein, il faut être prudent, le texte ne distingue pas la cause de l'arrêt. Une autre question de Cécile à 10h22. La baisse des seuils de la sécurité sociale applicable au 1er janvier, la régularisation des montants à verser se fera sur les payes de mars. Alors, la régularisation se fera en fonction du calcul opéré par votre logiciel de paye. Donc, il y a de fortes chances que ce soit effectivement à compter Enfin, je dis il y a de fortes chances. Non, c'est vraiment tout dépend des fonctionnalités, de la mise à jour de votre logiciel de paye. Donc, il faut poser la question à votre éditeur. Une autre question de Bénédicte. On doit attendre la publication du décret pour appliquer ces changements? Oui, normalement, il y a souvent un décret d'application par rapport aux lois, mais je pense que c'est entériné. Donc, là aussi, votre éditeur de logiciel de paye va faire en sorte d'opérer les changements comme il se doit. Une question d'Apolline à 10h23. Les IJSS pour congé maternité sont impactés de la même manière? Alors oui, ça rejoint la question de tout à l'heure sur les IJSS pour les arrêts de travail. À vérifier, mais je n'ai pas le souvenir que le décret, du coup, distingue la cause de l'arrêt. Donc, je pense que c'est un calcul d'IJSS, que ce soit pour maladie, pour congé maternité ou pour accident du travail. À vérifier, mais il me semble qu'il n'y a pas de distinguo. On a abordé tout. J'avais mis en favori Pascal. Après, il y a une remarque d'Emmanuel. Et sinon, Oui. je crois qu'on a balayé toutes les questions qui ont été posées jusqu'à présent. Mais si, là, Emmanuel, là, j'ai sa question sous les yeux. Là, nous sommes en subrogation avec maintien de salaire. Notre structure aura donc un coût plus important, la différence du calcul entre les IJSS et le maintien. C'est important justement de préciser ces mécanismes. Comprenez bien, à partir du moment où la sécurité sociale baisse ses niveaux de remboursement, dès lors que la loi ne change pas sur l'obligation de maintien de salaire, ce genre de choses, eh bien, il y a forcément un complément quelque part. Donc, soit c'est l'employeur s'il n'y a pas, comment dire, de garantie prévoyance avec des IJ complémentaires, soit c'est effectivement via les IJ complémentaires qu'il y a une augmentation, et donc mécaniquement, il y aura une augmentation du coût
de la cotisation en prévoyance pour maintenir le niveau de garantie et maintenir l'équilibre des comptes. C'est ça qui est important, c'est de comprendre que, mais je pense que elle l'a bien compris, il y a un équilibre systématique qui est forcément retrouvé. Donc, s'il y a une institution qui rembourse moins, il y aura sans doute un complément de l'autre côté et donc mécaniquement une augmentation des cotisations. Une question de Pascal à 10h29. La baisse des exonérations des cotisations sur les contrats d'apprentissage concerne-t-elle toutes les entreprises ? Oui, il n'y a pas de distinction que l'entreprise soit une société ou une association ou qu'elle soit installée dans telle ou telle région. Absolument. Alors, je crois que Pascal précise sa question à 10h30. Oui. Voilà, pour préciser ma question, les entreprises de moins de 10 salariés sont-elles concernées par rapport aux effectifs? Là aussi, on n'a pas vu dans les textes, on n'a pas vu de précision sur les différences selon l'effectif des entreprises. Donc, a priori, elles sont concernées aussi. Et on avait entre deux de Bénédicte à 10h30 qui reposait une question sur les IJSS maladies non professionnelles uniquement. Pour le reste, arrêt de travail matériel, ce n'est pas le même calcul. Oui, le calcul est différent, mais le calcul des IJSS est différent. J'ai une absence, là, c'est possible. Là, Bénédicte, je botte en touche, là, mais je vois. Le calcul des IJSS, oui, c'est possible, mais à vérifier. On a abordé toutes les questions. J'en vois plus qui arrivent. OK. A priori, tout semble clair. Parfait. Plus de questions. Parfait. Écoutez, merci à tous. Merci Philippe pour ton aide précieuse, comme toujours. Merci Pascal, merci à tous. Et on se retrouve le 10 avril prochain où nous aurons une webconférence sur la situation du départ en retraite des salariés et des démarches des employeurs. Excellent mois de mars à vous et bonne journée. Merci, bonne journée, à bientôt, au revoir.